Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour l'épisode 4 de la véritable histoire de l'humanité. Il est absolument nécessaire d'avoir regardé à minima l'épisode 3. Nous allons ici poursuivre la série de conclusions auxquelles nous sommes arrivés à la fin de l'épisode 3, qui nous permet de poursuivre une réflexion concernant la transition entre le paléolithique et le néolithique sous un angle écoféministe. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais indiquer à l'auditorat que j'ai une cagnotte sur CotisUp qui est en lien dans la description. Allez hop, c'est parti. A story beyond our control. Stories can be put down with steel. History is littered with fools who believe the very same. Control a story, control the world. Put them to play. Première conclusion, la sédentarisation et la propriété privée qui en découle et qui se conjuguent principalement au masculin à partir du néolithique est très certainement la cause de la domestication des femmes. À partir du moment où on se sédentarise et on commence à faire des réserves, à accumuler des richesses, en se rendant propriétaire de ressources naturelles, se pose la question de la transmission de ces richesses. Et il faut donc maintenant à ces hommes s'approprier un ventre pour avoir un héritier de leur sang à qui transmettre ces richesses et transmettre un statut social. Et de là découle directement la prostitution, statut infériorisé des femmes, apparition de l'esclavage, hiérarchisation sociale, propriété privée, prostitution. Il faut bien pouvoir faire la différence entre la mère de ton héritier masculin et toutes les autres femmes de statut social inférieur. Puis quand même, puis c'est tellement fatigant de concentrer les richesses à coups d'épée, etc. Il faut bien avoir le repos du guerrier quand même de temps en temps. Cette domestication des femmes va progresser de millénaire en millénaire jusqu'à un acmé à la Renaissance, avec les chasses aux sorcières qui aboutissent à détruire purement et simplement toute l'agentivité dont disposaient les femmes auparavant, pour en arriver à les modeler telle une pièce de monnaie, pile maman slash esclave domestique, face putain slash esclave sexuel. Dans le genre hyper spécialisé, je crois qu'on peut pas tellement faire mieux, et on en est toujours là, au XXIe siècle, avec ce martèlement constant des stéréotypes de genre que nous assignent ces messieurs, à circuler dans cette quadrature impossible entre la maman et la putain. Ce martèlement, il est tellement permanent, constant, diffus, transverse à absolument tous les aspects de notre vie sociale depuis que nous sommes nés. En un seul mot, ce martèlement est tellement systémique que la plupart d'entre nous ne l'entendons même pas, et du coup la plupart des femmes se soumettent à cet ordre qui paraît naturel, tant il infuse toutes nos sociétés. Et il faut dire que quand on considère le sort qui est fait à celles qui dérogent, à celles qui refusent de continuer à fermer leur gueule. Allez voir le documentaire, si vous pouvez encore vous le procurer, #salepute. Renseignez-vous sur le cyberharcèlement, qui sont les auteurs, qui sont les victimes. Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire de la pauvre Mila, cette jeune fille harcelée sur les réseaux sociaux et qui est maintenant prisonnière de sa sécurité dans son propre pays? C'est vrai que c'est hautement dissuasif, et la liberté ou la mort, c'est clairement pas pour tout le monde. Cette domestication est de plus ou moins forte intensité. On peut parler, comme le fait Christelle Tarot, de patriarcat de plus ou moins faible ou forte intensité. Pour ce qui concerne l'Europe, on est sur le modèle de plus forte intensité possible. Modèle qui s'est propagé à la planète tout entière au travers du colonialisme. Comme l'explique très bien l'historienne Christelle Tarot, spécialisée dans les questions de genre et des sexualités en contexte colonial, le fait patriarcal est à considérer comme le premier fait colonial, c'est-à-dire qu'une partie de la population qui auparavant jouissait d'un statut égalitaire au sein de la population devient une classe inférieure, esclavagisée, domestiquée, pour fournir tout un tas de travail gratuit pour une classe masculine dominante, laquelle se met à concentrer et contrôler l'accès aux ressources, la première étant la ressource alimentaire. En un seul mot, ça donne privatiser les ressources, et la première ressource privatisée est alimentaire, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent. Je suis d'accord avec Christelle Tarot pour dire qu'il devient urgent
de sortir l'humanité de sa préhistoire patriarcale. Les femmes sont très loin d'être décolonisées, hein, même chez nous, et le seul outil de décolonisation, c'est le féminisme radical, qui a été, comme je l'ai dit dans de très nombreuses vidéos, méthodiquement détruit par tout le monde, les masculinistes, le lobby LGBTQIA+, et le féminisme institutionnel d'aujourd'hui est totalement colonisé par le patriarcat, ou ce qu'il convient d'appeler en réalité le transpatriarcat. Je reviendrai probablement là-dessus dans une vidéo où j'explorerai en profondeur cette question de la socialisation entre hommes. À partir du moment où les hommes se croient propriétaires d'une terre et de ses ressources, ils se croiront inéluctablement également propriétaires des femmes. C'est une conclusion écoféministe à laquelle je suis arrivée par moi-même sans avoir besoin de lire Françoise d'Aubonne, fondatrice de l'écoféminisme. Il suffit juste de regarder la réalité telle qu'elle est pour s'apercevoir que, sous l'emprise du virus mental patriarcal archontique démiurgique, l'humanité traite la planète de la même manière que les hommes traitent les femmes, comme une ressource exploitable jusqu'à ce que mort s'en suive ou épuisement s'en suive. Ah, donc il y a un rapport direct entre l'écologie et le féminisme ou les rapports sociaux de sexe. Si le genre masculin n'a aucun contre-pouvoir en face de lui, à côté de lui, il commence par détruire sa propre espèce, ensuite il détruit toutes les autres espèces, il surexploite aussi tous les règnes, végétal, animal, minéral, et puis pour finir, il détruit sa planète, quoi. Donc le féminisme ou la mort, faudrait quand même qu'un jour j'achète ce livre. Ouais, je suis d'accord, ouais. Manifestement, ouais. Soit c'est le féminisme, le vrai, je veux dire le radical, celui qui est en train d'être éteint, soit ce sera l'extinction, ouais. Parce que très franchement, cette histoire de croissance infinie dans un monde fini, je sais pas, moi j'avais peut-être 15 ans déjà quand je le lisais, je passais pour une idiote. Puis alors là maintenant, il y a plein d'experts masculins, qui sont là pour nous expliquer cette évidence. Ah ouais, proverbe chinois, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Les Pablo Servigne et sa collapsologie, les Jean Covici et son GIEC, les Arthur Keller et ses 4 R, qui espèrent l'arrivée de grands esprits comme on en a eu au siècle des Lumières. Bon, je réglerai son compte au siècle des Lumières dans la prochaine vidéo. Ils passent tous pour des génies. Les bras m'en tombent. Je crois bien que ça fait quand même quelques siècles qu'on sait que la Terre est ronde, non? On a eu plusieurs siècles quand même pour se rendre compte qu'un jour on allait avoir fait le tour. Je crois bien qu'un enfant de 4 ans, il est capable de le comprendre ça. Si tu lui donnes une pomme, qu'il la mange et que tu lui expliques, bah, tu vois, la pomme, c'est une boule, et une fois que tu auras fini de la manger, bah, il n'y en aura plus. Et pour moi, c'est même pas une question d'intelligence là. L'intelligence commence là où s'arrêtent les évidences. hein. Mais finalement, rien n'est plus difficile à établir que l'évidence au sein d'une humanité complètement décérébrée et programmée mentalement dans tous les sens, avec des biais cognitifs dans tous les sens. Étienne Chouard et sa démocratie participative basée sur la République d'Athènes, la Grèce antique, le berceau de la pensée rationnelle patriarcale de travers. Au secours, quoi. Donc moi je le dis très clairement, non, on n'a pas besoin de tous ces hommes-là, tous ces experts masculins qui passent pour des grands sages. Non, on a besoin de rétablir des sages femmes, bien décolonisées de tout ça et qui sont capables de réfléchir par elles-mêmes en dehors de la boîte, à penser en boucle réentrante. Il existe pourtant une alternative qu'on peut voir dans les sociétés matriarcales modernes. Il a quand même fallu que ce soit une femme ethnologue qui s'y colle, sans quoi les ethnologues masculins, ils étaient incapables de voir qu'il existe encore des sociétés matriarcales de nos jours, même si elles sont extrêmement fragilisées et en voie de disparition, certes. Dans ce cas-là, ce sont les femmes qui sont propriétaires des terres. Et les structures sociales qui en découlent sont tout à fait différentes, et il n'y a aucune symétrie possible entre un matriarcat tel qu'on peut l'observer et le patriarcat. Ça fera l'objet d'un autre épisode de la série. Donc tous ces petits génies masculins là qui sont là pour nous alerter sur l'écueil écologique, ils sont bien gentils, mais ils ignorent
que la solution existe déjà et qu'elle est en train de disparaître. La meilleure preuve d'ailleurs, hein, c'est que pour éviter l'écueil écologique dans lequel nous sommes, ils sont tous là pour nous vendre des solutions technologiques. Alors que c'est l'origine du problème en fait, la technologie. Deuxième conclusion, donc comme nous l'avons bien installé au cours des épisodes précédents sur le sujet, épisode 2, 3, l'histoire de l'espèce humaine ne suit pas un progrès évolutif constant. Il semble même que c'est tout à fait le contraire, puisqu'à partir du néolithique de l'âge du fer, tout va de mal en pis pour l'humanité, jusqu'à l'épuisement total des ressources, sur tous les plans, hein, ressources humaines, minérales, végétales, tout ce que vous voulez, avec en arrière-plan la possibilité d'un holocauste nucléaire planétaire. Donc la croyance que technologie, technicité est synonyme de progrès et civilisation doit vraiment être interrogée. On enfoncera le clou de cette conclusion avec l'épisode de cette mini-série qui portera sur les sociétés matriarcales modernes et les travaux de l'ethnologue allemande Heide Güttner-Abendroth. Troisième conclusion, très contre-intuitive également, cette involution néolithique et l'apparition donc de la domination masculine et du patriarcat semble être une conséquence assez directe du réchauffement climatique, de l'entrée donc dans une ère d'abondance et de prospérité, et de la sédentarisation. Les deux choses sont liées, c'est-à-dire que le fait que des populations humaines dans certaines parties du monde choisissent de se sédentariser, c'est bien parce que le climat le leur permet, hein, et qu'ils n'ont plus à suivre les troupeaux, la nourriture, pour pouvoir continuer à survivre. Cependant, si on regarde l'histoire, pas uniquement centrée, on va dire, autour du bassin méditerranéen et de l'Europe. Le réchauffement climatique, il a concerné toute la planète. Si on prend les Amériques, lorsqu'on débarque là-bas, les peuples autochtones, donc les Amérindiens, sont tous principalement nomades, bien que le climat aussi soit favorable à une sédentarisation. Il est relativement clair que les Amérindiens pratiquaient un patriarcat de faible intensité, en tout cas de plus faible intensité que leurs envahisseurs européens. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas un lien direct non plus entre le climat, la sédentarité, le nomadisme et l'intensité du patriarcat. Le meilleur contre-exemple qu'on puisse trouver à ce qui s'est passé en Europe, c'est la Polynésie, on va dire, ou tous les peuples du Pacifique, qui sont sédentaires, sous un climat favorisant l'abondance, et qui étaient sur un patriarcat de très faible intensité. Donc bien évidemment qu'il y a d'autres choses qui expliquent ce qui s'est passé en Europe et qui a fini par contaminer toute la planète, hein. Ce qui s'est passé, c'est l'Empire sumérien, Babylone, etc. Mais ça, je l'explorerai pareil dans un autre chapitre, hein, de la véritable histoire de l'humanité. Donc au terme de tout ce blabla, j'ai quand même l'impression que le facteur qui va vraiment être déterminant dans l'apparition de la domination masculine, c'est quand même vraiment le climat et une période d'abondance de ressources. On est tous persuadés que plus les ressources sont rares, plus les sociétés humaines sont compétitives et que la seule manière d'en finir avec la guerre et d'avoir la paix, ce serait de créer l'abondance partout. Et pourtant, quand on regarde cette histoire, paléolithique, néolithique ou même l'histoire actuelle, hein, qui se donne à voir, hein, avec l'Ukraine, Grenoble et le Groupe, etc., il semble que ce soit tout le contraire. Et donc on arrive à la conclusion contre-intuitive suivante, c'est que l'abondance semble être un accélérateur d'inégalité sociale pour l'espèce humaine. Je pense que Harald de Kotzvela en est arrivé à la même conclusion parce que dans une interview dont je ne me souviens plus exactement de laquelle il s'agissait, il expliquait qu'il a arrêté en fait de faire des recherches sur l'énergie libre et gratuite quand il a pris conscience que ça ne ferait qu'accélérer la fin de l'humanité. L'abondance de ressources favorise l'émergence de sociétés humaines structurellement et profondément inégalitaires, impérialistes, hégémoniques, génocidaires et ultimement suicidaires. Alors qu'un environnement où les ressources sont extrêmement limitées et difficiles à exploiter, tel que c'était le cas au Gravecien, qui est le plus fort de la période glaciaire, il y a 21 000 ans,
semble favoriser l'émergence de sociétés plus égalitaires, sans dire que c'était la panacée, comme on l'a dit, le sacrifice humain existait, etc. Mais il semble que plus les conditions de survie sont difficiles, plus l'humanité est en fin de compte obligée de maintenir un équilibre entre les hommes et les femmes, et du coup de rester en équilibre avec sa biosphère. On le verra plus en détail dans la vidéo consacrée aux sociétés matriarcales modernes, mais ce que j'ai noté, c'est que la plupart de ces sociétés semblent se trouver dans des situations géographiques quand même relativement enclavées, donc isolées, où les ressources sont rares et difficiles à exploiter. Quatrième conclusion concernant une hypothèse que je pose pour expliquer en partie les sacrifices humains qui ont pu être notés au Paléolithique sur les chantiers de fouilles. Une guerre entre deux groupes comportant ne serait-ce que déjà plusieurs dizaines d'individus, comme c'était le cas au Paléolithique, ça nécessite des ressources. Il faut fabriquer plein d'armes, il faut avoir fait suffisamment de réserves de nourriture. Enfin, comme chacun sait, ça coûte super cher une guerre. Et je pense qu'en période glaciaire, juste en fait, encore une fois, c'est une connerie dont t'as pas les moyens de faire des guerres pour résoudre un conflit. Donc je pose l'hypothèse suivante, c'est que les sacrifices humains ont peut-être été utilisés comme moyen de résoudre des conflits entre groupes. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle, dans des conditions comme celle-ci, les ressources sont rares, elles sont difficiles à acquérir, et la valeur d'une vie humaine, je pense, est sans commune mesure avec ce que nous connaissons depuis le néolithique. Et donc des conflits, c'est certain qu'ils devaient en exister, et que peut-être une des manières de les résoudre sans avoir trop de pertes de vies humaines pouvait être finalement d'organiser un sacrifice humain. Je sais pas, par exemple, deux clans ils se fritent, ils décident chacun de sacrifier un de leurs membres pour résoudre le conflit. Ça se rapproche d'un système dont je ne connais pas le nom, qui a existé, je crois, dans certains coins du monde pour résoudre des conflits et éviter une guerre. C'est-à-dire que plutôt que les deux groupes entiers s'affrontent, chacun va choisir un champion, les champions s'affrontent et décident finalement de l'issue d'une guerre qui n'aura pas lieu, quoi. Parce que si elle a lieu, bah, il y a de bonnes chances pour qu'en fin de compte, les deux groupes disparaissent. En tous les cas, pour moi, il est évident que dans des conditions, encore une fois, aussi extrêmes de survie, les groupes humains vont tout mettre en œuvre pour préserver la vie et éviter de la mettre en danger ou de la perdre de manière stupide. Et donc je pense qu'ils étaient très créatifs en termes de gestion de conflits. Bon, si mon hypothèse est juste, c'est-à-dire que le sacrifice humain aurait été utilisé pour gérer des conflits, il devait l'être, je pense, avec beaucoup de parcimonie. La vie a une grande valeur, parce qu'elle est rare, et d'autre part, cet article-là fait état de recherches qui, sans surprise, démontrent que plus les sociétés sont inégalitaires et hiérarchisées, plus le sacrifice humain est pratiqué. Donc ça colle pas avec les structures égalitaires et paritaires qu'on a pu mettre en évidence au Paléolithique. Donc si jamais ça a été le cas, à mon avis, c'était vraiment le dernier recours, une fois que toutes les autres négociations ont échoué. Mais une chose est certaine, c'est qu'à partir du moment où l'abondance arrive, on commence à exploiter les métaux, les phases de négociation sont quand même vachement plus raccourcies et on part en guerre très facilement, hein. Tu débarques, tu réduis en esclavage tout un groupe, ça te fait ta première armée, ensuite tu vas conquérir un autre territoire, tu fais pareil, ainsi de suite, et cetera, hein. Bon, s'ils pratiquaient déjà l'animisme, ouais, ils pouvaient aussi être amenés à faire des sacrifices humains, pour s'attirer les faveurs de contingences, qu'ils ne maîtrisent pas. Comme ça s'est vu, dans les périodes ultérieures, hein. Mais bon, encore une fois, ça ne colle pas vraiment avec, cet article, ou avec l'évidence que, la vie avait un prix et une valeur, qui s'est vachement dégradée, après, quoi, hein. Ça peut être choquant, hein, mais, je vais vous dire franchement, quand je considère l'histoire qu'on a depuis les 12 000 dernières années là, parce que là, si vous êtes choqués, allez voir l'épisode 5, hein, sur la période historique, hein. Parce que là, on passe encore à la vitesse supérieure, hein.
Donc là, c'est l'Empire Chimou, Pérou, il y a 500 ans. Voilà quoi. C'est c'est sidérant, mais ce qu'ont fait les colons en débarquant après dans ces pays-là, c'est pas vraiment mieux, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie de comparer, quoi. Dans tous les cas, je constate juste que l'humanité marche dans l'obscurité depuis super longtemps et que plus l'histoire se déroule, plus c'est sombre, quoi. Alors, on sait que les sociétés patriarcales ont fantasmé et fantasment encore, hein, sur l'existence d'un matriarcat primitif donc qui pratiquait des sacrifices humains, des bains de sang d'enfants, tout ce délire, hein, je veux dire, les chasses aux sorcières, ça recouvrait aussi tout ce délire, qui à mon sens est un récit, une histoire totalement affabulée pour justifier le patriarcat et justifier un délire évolutionniste. Donc si on veut justifier que le patriarcat, c'est le summum à atteindre pour l'humanité, forcément, il faut pouvoir raconter l'histoire que avant c'était un matriarcat et que c'était pire. Mais on n'a trouvé aucune preuve archéologique qui aille dans ce sens. Par contre, on a des sociétés matriarcales modernes qui existent encore. Le sacrifice humain n'est pas pratiqué, hein. Pas plus que l'esclavage, le viol, ou bref. Donc, si d'un côté on a un fantasme, de l'autre on a une absolue certitude concernant le fait que les sacrifices humains, les guerres, les génocides sont tous des événements issus de sociétés patriarcales, hyper hiérarchisées, avec une caste spirituelle généralement bien placée et qui orchestre en fait tout cela. La plupart des gens qui circulent dans les milieux conspi sont convaincus que les mythes et légendes sont forcément basés sur des faits réels. Ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous parler du mythe des couilles bleues. C'est un mythe super récent qui a été inventé par les jeunes hommes adolescents pour contraindre les jeunes filles à la fellation. Renseignez-vous sur la sexualité des jeunes actuellement là, dans les années 2020. On ne peut pas vraiment considérer qu'il y a un progrès par rapport aux 50 dernières années, hein. À mon époque, les mecs, ils auraient jamais osé dire de telles conneries. Ils auraient été ridiculisés aussi bien par les hommes que par les femmes. Mais aujourd'hui, ce petit mythe, grâce aux smartphones, etc., fait des ravages dans la sexualité de nos jeunes. Donc imaginez, voilà, on est toujours dans répéter un mensonge 1000 fois, il devient une vérité. Et je reviendrai là-dessus sur une vidéo que je vous ai promise il y a un an, hashtag sale pute. Donc maintenant que je vous ai raconté une bonne partie de la véritable histoire de l'humanité dont j'avais connaissance avant de commencer cette chaîne, j'espère que maintenant l'auditorat comprend mieux pourquoi le féminisme est présent dans toutes mes vidéos, parce qu'il s'agit d'une nécessité urgente et vitale pour l'humanité, au point où nous en sommes rendus là maintenant. C'est ça, je crois, que beaucoup de gens dans mon auditorat n'a pas compris. Et c'est la raison pour laquelle j'ai produit une vidéo extrêmement critique sur les écolieux, tout ça, et tous les mouvements, tout le foisonnement de mouvements écologiques aujourd'hui. Tous ces écolieux, éco-hameaux, etc., en l'absence d'une très 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 forte conscience féministe radicale qui structurerait en fait socialement l'écolieu, post-effondrement, ils repartent en mode néolithique, c'est une absolue certitude. Ils sont déjà sur ce mode-là, hein. Les gars se chargent des gros chantiers, des trucs, machin, et puis les nanas, elles sont au potager, à pondre des mômes et à s'en occuper. Si c'est un blackout avec donc la perte brutale de la fée électricité, ben, les femmes vont retourner à l'esclavage domestique qu'elles avaient avant que tous les électroménagers n'apparaissent. Tous ces appareils ménagers qui fonctionnent à l'électricité accomplissent
des corvées très éprouvantes physiquement dont les femmes se chargeaient avant, hein, pendant des siècles. Donc j'ai beau avoir conscience que la question de la technologie, elle est centrale hein, dans ce qui s'est passé sur cette planète et elle est réellement problématique, mais moi-même en tant que femme, vivant seule en plus, j'ai aucune envie d'essayer de me passer d'un réfrigérateur ou d'un lave-linge, hein. Se passer d'un réfrigérateur, si on est plusieurs, c'est possible, puisqu'il y a une rotation des denrées périssables qui est rapide, hein, mais quand on est seul, c'est impossible, hein. Donc si c'est un effondrement lent, on vit dans cette période, c'est une lente agonie, c'est le plus pénible, hein. Franchement, moi, ça me gonfle. Il y a aucune chance que ça change, hein. Ils vont continuer comme ça, tranquille Émile, pépère Albert. Par contre, s'il y a des choses beaucoup plus brutales et beaucoup plus violentes, notamment sur le climat, là, je pense que tous ces gens là, en écolieu, écolage, tout ça, ils vont être obligés de revoir un peu leur copie, peut-être sur les rapports sociaux de sexe, mais ça se fait de toute manière à l'échelle de plusieurs générations, ces questions, hein. Il n'y a aucun espoir à avoir pour nous de notre vivant, hein. Je suis désolée de le dire, hein, c'est pas sexy comme conclusion, mais à part une période glaciaire éclair du jour au lendemain, je vois pas ce qui pourrait améliorer la condition féminine rapidement sur cette planète. Désolée. Et là, j'espère quand même que vous avez compris que condition féminine et condition générale de l'humanité et de la planète, hein, c'était un peu la même chose, quoi, hein. Donc ne venez pas dans les commentaires me dire: «Oh mais c'est clivant, de s'identifier, en tant qu'homme ou femme, et cetera», Je ne cherche pas à cliver, je cherche à vous faire comprendre l'origine du mal. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 5, qui va traiter bien évidemment de la période historique. Que se passe-t-il en fait dans cette histoire après la préhistoire? Est-ce que les choses s'arrangent pour l'humanité? Suite au prochain épisode.